Pourquoi les Japonais ont-ils été si brutaux pendant la Seconde Guerre mondiale? Le Japon est connu comme le pays de l'anime, du sushi et du sumo. Aujourd'hui, lorsque les étrangers pensent au Japon, les premières choses qui leur viennent à l'esprit sont probablement Godzilla, une politesse irréprochable et l'innovation technologique. Au siècle dernier, cependant, le pays du soleil levant s'est forgé une réputation bien différente et beaucoup plus sombre. Qu'est-ce qui a causé cette réputation infâme de cruauté? Bushido. L'explication remonte à plusieurs siècles. Le Japon était un patchwork d'états féodaux, qui étaient dans un état de guerre quasi permanent, atteignant son apogée pendant l'époque Sengoku, qui a commencé au milieu du XVe siècle et s'est terminée en 1603, avec l'établissement du shogunat Tokugawa. Avec les combats incessants, une importance culturelle énorme a été accordée à la classe des guerriers, les samouraïs. Pendant la stabilité du shogunat Tokugawa, cette attitude culturelle a été formalisée en un code moral de conduite du guerrier appelé Bushido, ce qui signifie la voie du guerrier. Le Bushido a évolué dans ses principes au fil des siècles, mais certains des principes fondamentaux, comme l'abnégation, le courage téméraire face à l'ennemi et la loyauté sans faille envers son daimyo ou seigneur, n'ont jamais changé. L'ère des samouraïs a pris fin après la restauration de Meiji, en 1868. Les classes sociales autrefois strictes des époques précédentes ont été éliminées, et le Japon a connu une industrialisation rapide après des siècles d'isolement. Le Bushido a été réadopté à l'époque moderne, avec l'empereur Hirohito et ses officiers militaires remplaçant le shogun et les daimyo. Ces enseignements dominaient les actions avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a commencé à se moderniser rapidement, en utilisant les innovations industrielles, technologiques et militaires occidentales, et le code du Bushido a été adapté pour s'adapter au monde moderne. Dans les années précédant le déclenchement de la guerre, le système scolaire japonais avait pleinement adopté le militarisme rigide du Bushido. Les élèves étaient endoctrinés dans un système de discipline implacable qui mettait l'accent sur l'obéissance à l'autorité comme la plus haute des vertus. Cela était imposé par des méthodes cruelles, telles que se faire battre par leurs enseignants, être frappé avec des cannes ou des sabres en bois, être forcé de courir des tours de piste jusqu'à l'épuisement, ou de tenir des objets lourds à bout de bras, et tout ce que leurs instructeurs pouvaient imaginer. Ce type d'endoctrinement a conduit à une génération qui avait une loyauté inébranlable envers leur empereur et leurs supérieurs, et ils obéissaient sans poser de questions. Pas de retraite, pas de reddition. Peut-être que l'aspect le plus tristement célèbre de la culture japonaise à cette époque était la volonté de se battre jusqu'au bout. Selon leur vision de la guerre, se rendre était une honte insupportable, une marque de déshonneur pour tout combattant. Alors que d'autres armées voyaient l'inutilité de continuer à se battre et abandonnaient, l'armée japonaise continuait à se battre, quel que soit le nombre de pertes. À titre de comparaison, durant la Seconde Guerre mondiale, pour chaque soldat allié capturé, 3 étaient tués au combat. Alors que l'armée japonaise subissait 120 morts pour chaque soldat fait prisonnier, elle avait souvent recours aux charges banzai, se jetant sur l'ennemi plutôt que de se rendre. Cela tirait son nom de leur cri de guerre, Tenno Heika Banzai, que l'on peut traduire approximativement par « Vive l'empereur ». L'une des charges banzai les plus célèbres eut lieu le 6 juillet 1944 à Seppan. Après 3 semaines de combat, les Américains contrôlaient la majeure partie de l'île et encerclaient les derniers défenseurs japonais. Plutôt que de se rendre, le lieutenant-général Yoshitsugu, l'officier commandant, a commis un seppuku ou suicide rituel face à son échec, une autre tradition samouraï. Les hommes et officiers restants, ainsi que de nombreux civils, se sont alors jetés avec une témérité folle sur les lignes américaines, espérant tuer autant de soldats que possible avant d'être tués dans les combats féroces qui ont suivi, dont une grande partie en combat rapproché désespéré. Pendant les 12 heures suivantes, ils ont semé la terreur sur l'île, submergeant plusieurs positions américaines, avant la fin tragique. On estime qu'environ 4300 soldats japonais sont morts de cette façon plutôt que de se rendre lors de la plus grande attaque banzai de la guerre. Ils n'étaient pas seuls dans leur résistance fanatique. Des centaines de civils se sont jetés du haut des falaises plutôt que de se laisser capturer par les Américains horrifiés. Bien que ce fût la plus grande attaque banzai de la guerre, elles allaient se répéter encore et encore pendant la campagne d'île en île. Tous les survivants commettèrent le seppuku.
préférant la mort à la capture. Beaucoup de soldats japonais faisaient semblant de se rendre, puis attaquèrent les Américains qui avaient baissé leur garde avec une grenade ou un pistolet. Après plusieurs de ces incidents, les Américains, pour la plupart, ont cessé de croire aux tentatives de reddition, tirant simplement sur le soldat censé se rendre plutôt que de prendre le risque. L'exemple le plus extrême de cette attitude de ne jamais se rendre était le kamikaze, qui se traduit par vent divin. Il s'agissait de pilotes qui s'écrasaient délibérément avec leurs avions sur les navires ennemis, dans une tentative désespérée et ultime d'arrêter leur avancée inexorable vers la patrie japonaise. Ces pilotes étaient envoyés en mission sans retour pour infliger le plus de dégâts possible à la flotte ennemie. Les attaques kamikazes ont atteint leur apogée en 1945 lors de la bataille d'Okinawa, le dernier tremplin avant le Japon lui-même. Des essaims de ces pilotes fanatiques ont attaqué la flotte américaine, tuant plus de 5000 personnes, soit la plus grande perte humaine pour la marine américaine en une seule bataille. Même avec leur empire du Pacifique en ruine, la nation japonaise ne voulait pas céder, allant même jusqu'à distribuer des lances en bambou aux écoliers. Lors de la planification de l'invasion, l'armée américaine s'attendait à devoir combattre la majorité de la population. En prévision de l'opération Downfall, les estimations des pertes potentielles des Alliés atteignirent jusqu'à 1 million, et un demi-million de Purple Hearts fut reproduit, un nombre si élevé que ces médailles originales sont encore distribuées aujourd'hui. Ne vous laissez pas faire prisonnier. Puisque le simple concept de reddition était inconcevable pour l'état d'esprit militaire japonais, il n'avait que du mépris pour les combattants ennemis qui déposèrent les armes. Ces hommes avaient abandonné leur honneur, et dans une société fondée sur l'honneur, cela faisait des prisonniers de guerre les derniers des derniers. À cela s'ajoutait l'attitude du Japon envers la Convention de Genève qui régissait le traitement des prisonniers de guerre. Le Japon a bien signé la Convention, mais n'a pas réussi à la ratifier. En conséquence, ils n'ont pas respecté ces principes, certains officiers la qualifiant avec dérision de Code des lâches. Ainsi, lorsque les troupes alliées se sont rendues, comme ce fut le cas lorsque 80 000 soldats britanniques, indiens, malaisiens et australiens se sont rendus en 1942 lors de la chute de Singapour, ils ont été stupéfaits. Comment un vrai combattant pouvait-il abandonner si facilement ? Les prisonniers, sans honneur, étaient traités comme des animaux, sans considération pour leur bien-être. Forcés à effectuer des travaux pénibles, ils étaient délibérément affamés, battus et exécutés pour la moindre infraction. Ils pouvaient servir d'entraînement à la baïonnette, ou être décapités d'un simple caprice avec le sabre d'un officier. Ce traitement a entraîné un taux de mortalité effroyablement élevé chez les prisonniers de guerre. À titre de comparaison, le taux de mortalité pour un soldat allié dans un camp allemand de prisonniers de guerre était d'environ 1,2%. Ceux qui avaient la malchance d'être capturés par les Japonais subissaient un taux de mortalité pouvant atteindre 37%. Le traitement des civils. Ce mépris flagrant pour la vie humaine s'étendait également aux civils. En plus de leur forme de Bushido, les Japonais avaient également des opinions profondément xénophobes envers les étrangers, en particulier les Chinois. Dès 1931, le Japon a commencé à empiéter sur le territoire chinois, ce qui a abouti à la Seconde Guerre sino-japonaise en 1937. En décembre de cette année-là, l'armée japonaise a capturé la ville de Nankin. Au cours des 2 mois suivants, la population a été systématiquement soumise à l'une des mises à sac les plus brutales de l'histoire. Les estimations varient, mais entre 100 000 et 300 000 civils chinois ont été tués, avec d'innombrables cas de torture, d'agression et de meurtres commis. À un moment donné, 2 officiers japonais se sont affrontés pour voir qui pourrait décapiter 100 Chinois le plus rapidement, bien qu'ils aient dépassé ce nombre en assassinant respectivement 106 et 105 personnes. De loin. L'aspect le plus terrifiant de ce mépris pour la vie humaine était l'unité 731, abréviation de détachement 731 de Mandchourie, une équipe de recherche sur la guerre chimique et biologique. Cette unité de l'armée impériale japonaise a mené des expériences sur des prisonniers captifs, principalement des sujets chinois et coréens. Les prisonniers étaient infectés par diverses maladies afin de documenter la progression de la maladie. Des membres étaient amputés et des organes étaient retirés, alors que la victime était encore vivante, afin de déterminer la progression de la maladie dans les tissus vivants. Des armes étaient également testées sur des sujets vivants, notamment des fusils, des couteaux, des baïonnettes, des explosifs comme des grenades, des lance-flammes, et tout ce qui se trouvait dans l'arsenal japonais était utilisé sur les captifs. L'efficacité était notée pour étude.
Ce ne sont là que quelques-unes des horreurs que l'unité 731 a infligées aux sans-défense. Après la guerre, le gouvernement japonais et la population se sont autant que possible éloignés du fanatisme du milieu du XXe siècle. Avec le pacifisme inscrit dans leur constitution, la culture japonaise a évolué, se concentrant désormais beaucoup plus sur le progrès technologique et les liens avec le reste du monde. Un revirement complet par rapport à leur passé. Les falaises de Saipan n'étaient jamais destinées à résonner de cris. Mais en juillet 1944, les soldats américains sont restés figés, alors que des familles japonaises entières s'avançaient vers les bords rocheux de l'île. Certains se sont accrochés les uns aux autres, certains ont prié, beaucoup ont simplement pleuré. Et puis, un par un, ils ont sauté. Pour de nombreux civils, c'était le dernier ordre qu'ils recevraient. Les soldats japonais leur avaient dit que les Américains allaient les tuer, les torturer. La propagande montrait les Américains comme des démons avec des griffes et des crocs. La reddition était décrite comme pire que la mort. Koyu Shirohama, âgé de 5 ans, se souvenait de l'avertissement désespéré de son père. « Les Américains vont te tuer. Tu dois te donner la mort. » Quelques instants plus tard, Koyu suivit la foule et sauta, mais survécut parce que ses vêtements s'accrochèrent à une branche. Cette horreur n'était pas un incident isolé. Des scènes similaires se sont déroulées à Tinian, à Saipan, et plus tard, à très grande échelle, à Okinawa. Et derrière tout cela, il y avait la même force motrice, la peur. Une peur construite au fil des années de propagande, une peur renforcée par l'expérience du champ de bataille, et une peur alimentée par la prise de conscience que l'ennemi que le Japon avait autrefois tourné en dérision pouvait être impossible à arrêter. Mais les Japonais craignaient-ils vraiment les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale ? Bien avant Pearl Harbor, la perception des Américains par les Japonais était façonnée par le ressentiment et les frictions culturelles. Les États-Unis avaient imposé de sévères sanctions économiques en réponse aux guerres du Japon en Chine et à son expansion en Indochine française. Ces embargos, en particulier sur le pétrole, menaçaient toute la machine de guerre japonaise. Pour de nombreux citoyens japonais, cette position américaine semblait délibérément hostile et humiliante. La propagande renforçait ce sentiment. Les Américains étaient dépeints comme faibles, individualistes et dépourvus de toute forme de bushido. L'esprit du guerrier que l'idéologie japonaise valorisait par-dessus tout. L'Occident était décadent, paresseux et spirituellement vide. Techniquement avancé, certes, mais fondamentalement mou. Pour une société imprégnée de culture martiale, cette distinction comptait. Le Japon croyait que sa discipline collective et sa volonté de se sacrifier triompheraient de l'abondance matérielle de l'Amérique. En bref, avant la guerre, de nombreux Japonais méprisaient les Américains. Ils ne les craignaient pas. Une fois la guerre déclenchée, les unités japonaises ont acquis une expérience directe en combattant les Américains dans des endroits comme Guadalcanal, les Philippines et les îles Salomon. Leurs rapports révèlent une image complexe. D'une part, les fantassins américains étaient considérés comme de bons tireurs, habiles au maniement des grenades et généralement soutenus par un feu d'artillerie extraordinaire. Les Japonais ont été impressionnés par l'adaptation rapide des forces américaines, leur maîtrise des armes combinées, et l'efficacité de leur puissance industrielle. Mais les premières évaluations gardèrent l'arrogance d'avant-guerre. Les officiers japonais notaient que les Américains manquaient d'initiative, faisaient de mauvaises reconnaissances et dépendaient trop de la puissance de feu. Les dépôts de ravitaillement étaient qualifiés d'extravagants, ce qui renforçait la conviction que les Américains étaient gâtés et mous. À ce stade, les Japonais considérèrent leur ennemi comme capable, mais toujours inférieur en termes d'esprit combatif. Cette perception ne durerait pas. À la fin de 1943, quelque chose a changé. Malgré de lourdes pertes, les forces américaines continuèrent d'avancer. La marine américaine remplaçait les navires coulés à une vitesse stupéfiante. Les avions perdus étaient remplacés en plus grand nombre. Les divisions d'infanterie envoyaient au combat des troupes fraîches par rotation, tandis que les rangs japonais s'amenuisaient et rajeunissaient. Pour les soldats japonais, cela était déconcertant. La base industrielle américaine, immense, lointaine et intouchable, était un ennemi à part entière. Les journaux intimes et interrogatoires révèlent. Ils arrivent sans cesse. Leurs navires reviennent plus vite qu'on ne peut les couler. C'est comme lutter contre la marée. C'était le début d'une véritable peur, non pas du courage américain, mais du fait que l'Amérique paraissait inarrêtable. Avec l'intensification de la campagne du Pacifique, le corps des Marines des États-Unis est devenu le symbole de la férocité américaine. À partir de Guadalcanal, les Marines se sont forgé une réputation de troupes d'assaut implacables. La propagande japonaise a amplifié cette réputation, présentant les Marines comme des barbares inhumains, des meurtriers, des sadiques,
et même des criminels recrutés dans les prisons. Des rumeurs absurdes circulaient, affirmant que les Marines étaient forcés de tuer leur propre famille pour prouver leur loyauté. Dingue, oui, mais efficace. Beaucoup de soldats japonais en sont venus à croire que se rendre aux Marines équivalait à la torture ou à l'exécution. Les civils ont eux aussi adopté cette croyance, préparant le terrain pour les suicides de masse qui allaient choquer les troupes américaines en 1944 et 1945, au moment où les forces américaines sont arrivées à Seppan. La peur parmi la population japonaise avait atteint son paroxysme. Après des combats brutaux et une dernière charge Banzai désespérée, les défenseurs japonais étaient anéantis. Les civils, conditionnés pendant des années à croire que les Américains étaient des monstres, faisaient maintenant face à ce qu'ils pensaient être leur destin. Des centaines, peut-être plus d'un millier, ont choisi le suicide. Les journaux des soldats américains décrivaient ces scènes avec incrédulité. Des familles entières marchèrent calmement jusqu'au bord, s'inclinaient vers la mer, puis sautaient de main dans la main. Les troupes américaines ont essayé de leur crier des paroles rassurantes, ont même posté des interprètes parlant japonais. Mais cela a eu peu d'effet. La peur avait remplacé la raison. Sur les quelques 20 000 civils de Seppan, jusqu'à 13 000 sont morts pendant la bataille, bien qu'il soit difficile de vérifier les chiffres exacts. Cette tragédie a rendu une chose indéniable. La propagande de guerre japonaise avait trop bien réussi. Plusieurs facteurs ont accru la terreur japonaise à mesure que la guerre avançait, dont les redditions feintes et les combats corps à corps brutaux. Les soldats japonais faisaient souvent semblant de se rendre avant de faire exploser des grenades ou d'utiliser des couteaux à bout portant. Les infirmiers américains, souvent non armés en soignant les blessés, étaient tués ainsi. Les troupes américaines, méfiantes envers les gestes de reddition, accueillaient parfois de vraies redditions par des tirs préventifs. Pour les observateurs japonais, cela semblait être la preuve de la sauvagerie américaine. Deuxièmement, le prélèvement de trophées. Bien que cela ne fût pas généralisé, la collecte de crânes, de dents et d'oreilles par certains soldats américains a horrifié aussi bien les Japonais que le haut commandement américain, qui a fini par émettre des interdictions strictes. Civils et soldats japonais entendaient souvent des rumeurs, parfois vraies, mais souvent exagérées, sur les Américains collectionnant des parties de corps comme trophées. Compte tenu du climat de déshumanisation mutuelle, ces histoires se sont répandues rapidement. Après que les médias et journaux s'en sont emparés, elles sont devenues une raison de plus pour laquelle la reddition semblait impossible. Troisièmement, il y avait la puissance de feu américaine. Rien ne suscitait sans doute plus de terreur que l'artillerie américaine et les bombardements navals. Les journaux intimes japonais mentionnent fréquemment la puissance terrifiante des canons navals américains, les bombardements nocturnes qui rendaient le sommeil impossible, et les obus qui tombèrent sans fin. Pour des soldats élevés à croire en la supériorité de l'esprit sur la machine, cette démonstration de puissance industrielle écrasante était psychologiquement dévastatrice. En 1945, la guerre du Pacifique était devenue une spirale de terreur. Le Japon enseignait à son peuple que les Américains étaient des monstres. Les soldats japonais agissaient de manière à rendre les Américains encore plus méfiants. Les réactions américaines confirmaient les craintes japonaises, justifiant davantage de résistance et de brutalité. Les deux camps ne voyaient plus l'autre comme pleinement humain. Okinawa, à seulement 340 miles du Japon continental, fut la dernière et la plus sanglante bataille du Pacifique. Entre 100 000 et 150 000 civils sont morts, beaucoup pris entre les deux armées, beaucoup d'autres astreints au travail forcé, et des milliers encouragés ou contraints à se suicider plutôt que de se rendre. Lorsque les planificateurs américains ont étudié le taux de perte à Okinawa, ils ont conclu qu'une invasion du Japon lui-même pourrait tuer des millions de personnes, aussi bien alliées que japonaises. Le gouvernement japonais, de son côté, diffusait une propagande de plus en plus désespérée, exhortant les civils à résister jusqu'à la mort et avertissant une fois de plus que les Américains commettraient des atrocités contre tous ceux qui se rendraient. La peur avait envahi les îles principales du Japon. Et pourtant, lorsque les forces américaines ont finalement occupé le Japon après sa reddition, de nombreux civils ont été choqués d'être traités avec professionnalisme et retenue, preuve que la propagande de guerre avait façonné une image déformée des deux côtés. Les Japonais craignaient-ils les Américains ? La réponse est incontestablement oui, mais pas de manière simple. Au début de la guerre, les Japonais se moquèrent des Américains, les considérant comme mous et indisciplinés. Sur le champ de bataille, ils ont fini par respecter la puissance de feu et l'adaptabilité des Américains. À mesure que la défaite devenait inévitable, ce respect s'est transformé en peur de la force américaine, de la brutalité américaine, et des cauchemars alimentés par la propagande qui ont convaincu des milliers de personnes que la mort valait mieux que la capture. En définitive,
La peur a influencé la conduite de la guerre du Pacifique, le comportement des civils et la perception de l'ennemi par des millions de personnes. Elle a amplifié la brutalité, alimenté la détermination et contribué à des tragédies qui hantent encore aujourd'hui la mémoire de la guerre.